Le 24 août 2006, une incroyable reconstitution judiciaire a lieu à Vevey, en Suisse. Cet homme, poussé dans ses retranchements par le juge d'instruction, est accusé d'avoir commis un crime particulièrement odieux, un matricide. Je suis resté debout 5 minutes muet. Bon, vous êtes resté debout 5 minutes muet pendant qu'il y avait quelqu'un en bas, votre mère, qui avait l'air d'être souffrante. Après, je suis descendu. Vous êtes infirmier, non? Oui ou non? Oui, je suis infirmier. D'accord. Depuis plus de 9 ans, François Légeret crie son innocence. Mais pour la justice, il est coupable. Alors, où est la vérité? Retour sur une affaire où se mêlent argent, haine et jalousie, dans laquelle 2 femmes vont trouver la mort et une 3e va disparaître. Une tragédie, celle d'une richissime famille qui se déchire pour un héritage colossal. Et après, il y avait la cave. Et là, on a ouvert la porte, moi je vais pour lui. Là, il voit deux masses, 2 corps qui sont recroquevillés l'un contre l'autre, l'un sur l'autre. Sous les corps, il y a beaucoup de sang. On commence à reconstituer la famille et les relations plus ou moins conflictuelles qui existent dans cette famille. François est un fils adopté. Sa maman régulièrement lui a cédé des sommes relativement importantes qui sont supérieures à 170 000 francs. Je peux imaginer aussi que ça a pu susciter des jalousies dans la famille. Vevey, au bord du lac Léman, petite ville bourgeoise de la Riviera suisse. Le 4 janvier 2006, après les fêtes de fin d'année, la ville reprend doucement son activité. Sur les hauteurs, dans un quartier cossu, Domenico Orlando, jardinier, vient déblayer les feuilles de la propriété de Ruth Légeret, chez qui il travaille depuis plusieurs années. Les volets sont fermés. La maison semble vide. J'ai regardé là-bas, j'ai vu la neige là, j'ai balayé. De la maison, personne. Étrange, car Ruth Légeret, âgée de 81 ans, prévient toujours son jardinier lorsqu'elle s'absente. Normalement, cette maison devrait vivre, il devrait y avoir de la lumière, les volets devraient être levés. Or, rien de tout ça. En faisant le tour de la maison, le jardinier est intrigué par un détail, pour le moins anormal. La voiture de Madame Légeret était là, dans la maison. Alors il s'est sorti avec la voiture de Madame Légeret. Et ce n'est pas tout. Il y a un bouquet de fleurs et un paquet de la poste sur le seuil de la porte, à l'extérieur. Les fleurs étaient là, et on n'avait personne. J'ai fait le numéro de la maison de Madame Légeret. Voilà, c'est répondre à la maison. Mais pas de personne. Cependant, à travers les murs de la maison, le jardinier perçoit un bruit assez faible, un peu comme un gémissement. J'ai vu un chien aboyer. C'est pas l'aboiement habituel de ce chien et normalement il y a 2 chiens. Or il n'en entend qu'un seul. Le jardinier a un mauvais pressentiment. La vieille dame a peut-être eu un accident ou fait un malaise à l'intérieur de sa maison. Il appelle le gardien de sécurité qui possède un double des clés. Tous les 2 pénètrent à l'intérieur de la villa. Elle est plongée dans le noir. Mais dans le couloir, les 2 hommes découvrent l'un des chiens de Madame Légeret, agonisant. Moi, j'avais peur, peut-être que ça passe avec beaucoup de journées qui restent sans manger là-dedans. Les 2 hommes sont l'un à côté de l'autre et ils progressent petit à petit en essayant
d'appeler Madame Légeret, voir si elle répond. Ils n'ont pas de réponse. Madame Légeret ? Un peu plus loin, dans la chambre à coucher de la vieille dame, le jardinier découvre le deuxième chien de sa patronne. J'ai trouvé le chien là, à côté du lit de Madame Légeret, là. Elle était morte. De plus en plus inquiets, les deux hommes poursuivent leurs recherches dans la maison. Dans la cuisine, ils vont découvrir sur la table et à d'autres endroits, sur la paillasse, des aliments pourris, en état de putréfaction. Puis après, il y avait la cave. Elle est là. On a ouvert la porte. Et là, il y a une odeur épouvantable qui les prend à la gorge. Et c'est en bas de l'escalier qui mène au sous-sol de la maison qu'Orlando et l'agent de sécurité découvrent l'horreur. Là, ils voient deux masses, deux corps qui sont recroquevillés l'un contre l'autre, l'un sur l'autre. Le jardinier reconnaît immédiatement l'un des deux corps. Il s'agit de sa patronne, Ruth Légeret. Là, j'ai appelé Madame Légeret, Madame Légeret. J'ai pleuré le jour-là, j'ai pleuré, oui. Concernant la deuxième victime, qui gît aux côtés de Madame Légeret, il ne peut s'agir que de sa fille, Marie-Josée, qui habite ici depuis des années. C'est en tous les cas ce que pense le jardinier. Les policiers arrivent très vite sur place. Et la première chose est d'identifier les victimes. L'enquête de voisinage et les contrôles qui ont été effectués ont permis d'établir que deux personnes vivaient dans cette villa. Il s'agit de Ruth, la maman, qui est âgée de 82 ans, et sa fille, Marie-Josée, qui elle est âgée de 57 ans. Seulement, il y a un problème. Car à première vue, les deux victimes sont âgées chacune d'au moins 80 ans. On finit par comprendre que le deuxième cadavre n'est pas la fille, Marie-Josée, mais plutôt une amie qui s'appellerait Marina Studer. Marina Studer, 81 ans, la meilleure amie de Ruth Légeret. Que s'est-il donc passé dans cette maison? S'agit-il d'un accident? Les victimes ont-elles chuté dans l'escalier? Ou bien ont-elles été agressées? L'hypothèse d'une chute dans un escalier me paraissait, du moins accidentelle, me paraissait difficilement plausible. L'examen rapide des corps montre clairement que les victimes ont cherché à se défendre par tous les moyens. Sous les corps, il y a beaucoup de sang. On s'aperçoit que le corps qui est en dessous tient dans la main une touffe de cheveux. Une touffe de cheveux noirs retrouvée dans le creux de la main de Ruth Légeret, comme arrachée dans un geste de défense. Sous le corps, on a notamment retrouvé aussi une paire de ciseaux qui sera prélevée. Pour les enquêteurs, de toute évidence, Madame Légeret a utilisé une paire de ciseaux pour se défendre. Rapidement, les résultats de l'autopsie viennent conforter l'idée qu'une violente lutte a eu lieu dans la maison. C'est une avalanche de coups qui a provoqué la mort de ces femmes. Les deux victimes ont de nombreuses côtes cassées, chacune plus d'une dizaine de côtes cassées avec des lésions internes. Madame Studer, elle a quand même une fracture du nez, une fracture d'un poignet, et puis aussi de multiples fractures de côte. On est clairement dans le cadre d'un homicide avec une forme d'acharnement. Sur la scène de crime, à proximité des corps, les enquêteurs relèvent plusieurs traces de sang, tout comme dans la chambre d'amis située au bout du couloir, au sous-sol de la maison.
Les giclures de sang sur les murs sont analysées et on se rend compte qu'on a en fait 2 lieux où les événements ont pu se dérouler. Il y a le secteur des escaliers qui mène au sous-sol et puis la chambre au sous-sol. Donc on peut imaginer qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans cette chambre. Une chose est certaine, les constatations montrent que les 2 victimes n'ont pas eu affaire à des cambrioleurs. D'abord, il n'y a pas de trace d'effraction, la porte était fermée à clé. On retrouve beaucoup d'objets de valeur, de l'argent, des pièces d'or. On se rend compte qu'on n'est pas dans une situation où quelqu'un serait venu pour voler des biens de valeur à l'intérieur de cette maison. À Vevey, le lendemain de la découverte des corps, l'affaire fait la une des journaux. Ça n'arrive jamais dans cette Suisse calme, paisible, avec ses montagnes, son lac. Ce sont des affaires exceptionnelles. Dans la petite ville, une question est sur toutes les lèvres. Qui aurait pu en vouloir à ces 2 femmes âgées au point de les tuer si sauvagement? Les policiers se penchent alors sur la vie des 2 octogénaires. À commencer par Ruth Légeret. C'est une femme qui a toujours vécu dans cette région. Elle est aimée des gens. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un sans histoire. Ruth Légeret est la veuve d'un architecte qui a fait fortune dans la région, Charles. Tout le monde connaissait l'architecte Légeret. Donc, qui dit connaître l'architecte, dit connaître également un petit peu la famille et autres. Les Légeret ont 4 enfants. 2 enfants naturels, l'aîné, Simon, et Marie-Josée. Et puis 2 enfants adoptés, François le Benjamin et Ramu, décédés en 1992. Marina Studer, la 2e victime, est une amie de longue date de Ruth Légeret. Marina Studer est une femme de 81 ans, alors qui ne vit pas dans la région, dans le canton de Vaud, elle habite à Bâle. Et elle est venue passer les fêtes de Noël et de Jour de l'An chez sa meilleure amie, Ruth Légeret. D'origine péruvienne, Marina Studer est la veuve d'un riche directeur de laboratoire pharmaceutique. C'est la bonne bourgeoisie péruvienne, en quelque sorte, qui rencontre la bonne bourgeoisie vaudoise. Et c'est des copines de 30 ou 40 ans. Elles sont comme 2 sœurs, elles sont toujours ensemble. Ruth Légeret, Marina Studer, 2 riches veuves à la vie rangée. Connaissaient-elles le ou les tueurs? Pour l'heure, les policiers l'ignorent. Mais pour les enquêteurs, une question se pose, plus urgente celle-là. Où est passée Marie-Josée Légeret, la fille de Ruth? Marie-Josée était médecin à Vevey et c'est à la mort de son père qu'elle décide de venir s'installer avec Ruth dans la maison familiale et de se consacrer à sa mère. Ce sont 2 femmes qui vivaient ensemble, plutôt solitaires. Il y avait une relation très fusionnelle entre Marie-Josée et sa maman. Dès lors, si les 2 femmes sont liées à ce point, pourquoi Marie-Josée est-elle injoignable? Elle semble même avoir quitté précipitamment la maison familiale. Son passeport est là. On a fait des contrôles, elle n'a pas de carte d'identité. Une bonne partie de l'argent dont elle dispose, il y a notamment dans sa chambre de l'argent liquide, de valeur qui se trouve là. Sa voiture est là, alors qu'on sait que c'est une personne qui n'avait pas l'habitude de se déplacer à pied. Et son téléphone portable est également là. Les policiers s'interrogent. Marie-Josée a-t-elle été témoin des meurtres? Ou alors y est-elle mêlée d'une manière ou d'une autre? Très rapidement, les enquêteurs vont signaler sa disparition. D'abord, dans un premier temps, au niveau de l'ensemble des polices, gardes frontières, services de douane, également à l'étranger. Et puis, on va aussi faire une diffusion par le biais des médias à l'ensemble de la population.
En enquêtant sur cette riche famille de la bourgeoisie suisse, les policiers ne vont pas tarder à découvrir qu'en réalité, les Légerets cachent bien des secrets. Les hommes de la police cantonale contactent les deux autres enfants de Ruth Légeret. Simon, l'aîné, qui a repris le cabinet d'architecte de son père, se rend immédiatement au commissariat de Lausanne. Et lorsque les policiers lui annoncent la mort de sa mère, ils sont surpris par sa réaction. Ils vont tomber sur un homme qui n'est ni peiné ni surpris d'apprendre la mort de sa mère. Et pour cause, Simon Légeret explique aux enquêteurs qu'il a coupé les ponts avec le reste de sa famille depuis déjà bien longtemps. Au moment où le frère aîné apprend la mort de sa mère, ils ne se sont plus adressé la parole depuis 10 ans. Parler, alors que son cabinet est au bout de la rue. Lui a pris des distances avec sa famille depuis la mort de son père dans les années 90. Et le frère aîné d'apporter un nouvel éclairage sur cette famille, loin d'être aussi soudée qu'il n'y paraît. Depuis des années, Simon, Marie-Josée et François, les trois enfants Légerets, se déchirent au sujet de l'héritage paternel estimé à 40 millions d'euros en biens immobiliers. Selon les dernières volontés de l'architecte, ces enfants devaient gérer ensemble le parc immobilier, mais en réalité, c'est Ruth, leur mère, qui perçoit les loyers. Ruth Légeret avait l'usufruit de l'intégralité du patrimoine, au moins immobilier, de M. Charles Légeret. En clair, les trois enfants ne toucheraient concrètement leur part d'héritage qu'à la mort de leur mère. Voilà qui pourrait bien constituer un mobile, se disent les policiers. Simon Légeret, le fils aîné, va plus loin. Il explique que son frère cadet François était un peu le chouchou de sa mère et qu'il savait profiter de ses largesses. J'ai demandé la mise sous tutelle de ma mère afin de la soustraire aux griffes de mon frère François. Celui-ci a, à mon avis, une très mauvaise influence sur elle. On commence à reconstituer la famille et les relations plus ou moins conflictuelles qui existent dans cette famille. François Légeret est infirmier de formation mais n'exerce pas. Et selon son frère Simon, il vit au crochet de sa mère qui chaque mois lui verse 6 000 €. Alors, les enquêteurs se rendent au domicile de François Légeret pour l'auditionner. L'homme habite ici, sur les hauteurs de Vevey, dans cette magnifique demeure. On est allé à son domicile, au Mont de Corsier. Les policiers ont frappé, ont essayé de le contacter par téléphone. Seulement, François Légeret ne répond pas. Étrange, d'autant que tout indique qu'il se trouve bien à l'intérieur de sa maison. Ils se sont rendus compte durant la nuit qu'il y avait une présence dans la villa, mais à aucun moment François n'a répondu aux sollicitations des policiers. Alors pourquoi François Légeret ne veut-il pas ouvrir? De quoi a-t-il peur? Les enquêteurs décident de surveiller la maison toute la nuit. Et le lendemain matin, à 8 h, François Légeret est interpellé et immédiatement conduit au commissariat de Lausanne. Et comme son frère aîné, lorsqu'il apprend la mort de sa mère et la disparition de sa sœur, l'homme reste de marbre. Peu de réaction. En tout cas pas une réaction de grande tristesse ou d'empathie exceptionnelle. C'est quelqu'un qui visiblement maîtrise ses émotions. Il va évidemment déclarer qu'il ne sait absolument pas ce qui a pu se passer, qu'il ne peut pas les renseigner sur quoi que ce soit. Quand avez-vous vu votre mère et votre sœur pour la dernière fois? Sauf erreur, le 16 décembre dernier. Sachant que ma mère va tous les vendredis chez la coiffeuse Nathalie, je l'ai rejointe à cet endroit. Nous avons eu une discussion concernant mon salaire.
François Légeret a donc vu sa mère ici pour la dernière fois, 20 jours avant la découverte de son corps. Il lui aurait demandé une avance sur salaire qu'elle aurait acceptée. Quant à sa sœur Marie-Josée, François raconte qu'il ignore totalement où elle se trouve. Selon lui, il était même brouillé avec elle depuis plusieurs mois. J'ai l'impression que ma sœur tentait de m'éloigner de ma mère. J'avais de bons contacts avec ma mère et toute sa confiance en ce qui concerne les affaires. Marie-Josée ne supporte sans doute pas cela, et j'ai le sentiment qu'elle tente de reprendre de l'ascendant sur ma mère. Trois enfants qui se déchirent pour un héritage colossal, qu'ils ne peuvent toucher qu'à la mort de leur mère. Pour les enquêteurs, les trois héritiers de Ruth Légeret font naturellement figure de suspects. Pour avancer dans leur enquête, les policiers cherchent à déterminer la date exacte de la mort de Ruth Légeret et de son amie Marina Studer. Car sur cette question, le légiste est vague, tant les corps sont en état de putréfaction. La seule chose qu'on pouvait dire, c'est que c'est un décès qui n'était pas récent, qui remontait à plusieurs jours, mais incapable de dire si ça remontait à 10 jours avant, 8 jours avant. On a appris avec certitude que le 23 décembre, Marie-Josée et sa maman, Ruth, ont été vus en ville de Vevey en train de faire des courses. Ils ont acheté des victuailles dans un magasin, dans une confiserie. D'après des témoins, le jour même, Marina Studer est arrivée de Bâle et a rejoint son amie Ruth et sa fille Marie-Josée à 16h, en centre-ville. Les trois femmes étaient donc vivantes le 23 décembre 2005, en fin d'après-midi. Pour la suite, les policiers vont devoir faire des déductions en fonction des indices recueillis dans la maison. Le programme de télévision ouvert à la page du 24. Il y a ce paquet de la poste et ce bouquet de fleurs. On retrouve le postier qui dit qu'il est arrivé et qu'il a sonné à la porte à 10h, 10h30 le 24 décembre. Mais personne ne va répondre. Donc on sait que le 24 décembre, à partir de 10h30, Ruth Légeret n'ouvrait plus sa porte. Les deux octogénaires ont donc été agressés entre le 23 décembre 2005 au soir et le 24 au matin. Quant à Marie-Josée, quelqu'un l'aurait vue vivante le 24 décembre, quelques heures après la mort probable des deux femmes. Il y a une dame qui raconte très précisément qu'à 11h45, le 24 décembre, elle est au centre Saint-Antoine à Vevey et qu'elle a croisé et même échangé quelques mots avec Marie-Josée. Et grâce au ticket de caisse gardé par cette brave dame, on sait qu'il est 11h45. Ce qui était frappant pour ce témoin, c'est que Marie-Josée était plutôt de bonne humeur, plutôt gaie. Elle avait un caddie qui était rempli de victuailles. La réflexion que ce témoin s'est faite, c'est que Marie-Josée allait passer les fêtes en famille. À partir de là, on ne sait plus rien. Mystère total. Qu'a fait Marie-Josée après avoir quitté le supermarché de Vevey vers midi? Seule certitude, elle est repassée par la villa après avoir fait ses courses. Pour preuve, sa voiture a été retrouvée dans le garage. Mais bizarrement, pas la moindre trace des achats qu'elle venait de faire. Marie-Josée aurait-elle surpris le ou les meurtriers en rentrant chez elle? Ou bien a-t-elle joué un rôle direct dans le meurtre de sa mère et de son amie? Marie-Josée Légeret, personne disparue, paraissait pouvoir être impliquée au même titre que n'importe quelle autre personne. Et c'est un résultat d'analyse qui va rapidement venir conforter les enquêteurs sur cette piste. Souvenez-vous, la mèche de cheveux noirs retrouvée dans la main de Ruth Légeret a été analysée
Et il s'agit des cheveux de sa fille unique, Marie-Josée. À ce moment-là, on peut imaginer que Marie-Josée Leigeret a joué un rôle dans cette bataille, dans cette bagarre qui s'est terminée par la mort des deux dames. Au commissariat de Lausanne, les enquêteurs privilégient la piste du drame familial. Quel rôle ont pu jouer les 3 enfants de Ruth Leigeret dans la mort de leur mère? Alors que Marie-Josée est activement recherchée, les policiers suisses réentendent Simon, le frère, sur son emploi du temps le 24 décembre 2005, jour supposé de la mort. Et l'homme raconte tout naturellement qu'en cette veille de Noël, il préparait, avec son épouse, le réveillon. Nous sommes restés ensemble à la maison et nous avons emballé les cadeaux. Le soir, nous avons fêté Noël chez mon cousin. Il y avait une vingtaine de personnes présentes. François, à son tour, est entendu sur son alibi du 24 décembre. Il explique aux policiers que ce jour-là, il est parti faire des courses pour un complément de cadeau de Noël, qu'il y a passé une partie de la matinée sans rien trouver et qu'il a fini par rentrer chez lui, qu'il est resté un long moment avec son épouse, enfin sa compagne, et puis que pour le milieu de l'après-midi, il est parti chez ses beaux-parents pour les fêtes. Les 2 frères ont chacun des alibis pour la journée probable du crime. C'est alors qu'un témoignage totalement inattendu va tout venir remettre en cause. Virginie, la compagne de François, est entendue et elle va faire d'incroyables déclarations. Le 24 décembre 2005, vers 15h, elle aurait retrouvé François chez lui et selon elle, il était très tendu et blessé. J'ai constaté que François avait une éraflure sur la pommette gauche, parallèle au nez. Cette blessure était fraîche, rouge, sanguignolante. Je lui ai demandé ce qu'il en était. Il m'a répondu qu'il avait été griffé par son berger allemand. Il n'a pas précisé quand cela s'était produit. Vers 16h30, Virginie confirme qu'elle et son compagnon sont partis chez ses parents pour fêter Noël, à quelques kilomètres de leur domicile. Et là encore, François aurait eu un comportement étrange. Prétextant avoir oublié de nourrir ses animaux, il serait parti précipitamment à 17h pour ne revenir qu'après 19h30. La durée durant laquelle il s'absente est relativement importante puisqu'on a 2 heures, alors que le trajet, s'occuper des animaux, ne dépasserait pas 1 heure au grand maximum. Il y a une fourchette durant laquelle il n'y a pas d'explication sur ce qu'il a fait, où il se trouvait de manière précise. Des griffures sur le visage. Une absence injustifiée le jour du double meurtre. François Leigeret devient aux yeux des enquêteurs le principal suspect. Le juge d'instruction décide alors d'enquêter sur la personnalité du cadet de Ruth Leigeret. François est un fils adopté, c'est un garçon qui a été recueilli par le couple Leigeret alors qu'il avait 9 ans. Il faut comprendre qu'il était quand même dans un orphelinat en Inde, presque dans le caniveau, et il débarque à 10 ans à Vevey dans une villa magnifique, dans une famille où il y a beaucoup d'argent. L'adaptation a été un peu difficile pour lui. Ruth Leigeret aurait tout fait pour que François s'épanouisse dans sa nouvelle vie. Et au fil du temps, le petit garçon va devenir le chouchou de sa mère, à tel point que cela va faire des envieux. Elle l'adore, et lui, il ferait tout pour elle. Il y a vraiment une relation très fusionnelle.
Ça a pu susciter des jalousies dans la famille. Sa maman était apparemment plus attentif à ses besoins et ses désirs qu'aux autres membres de la famille. Cet ami d'enfance de François dresse un portrait plutôt flatteur de celui que tout le monde soupçonne. Pour moi, c'était un chic camarade, c'était quelqu'un qui était de bonne humeur, qui était toujours joyeux, qui était toujours prêt à rendre service, qui avait un certain sens de l'autodérision aussi. Un jour, il regardait par la fenêtre et puis le professeur lui a dit « Monsieur Légeret, vous prenez un bain de soleil ?» Et puis il a répondu du tac au tac « Non, moi, j'ai pas besoin, monsieur. » Cependant, au fil des témoignages, les enquêteurs s'aperçoivent qu'en réalité, François cache aussi un autre côté beaucoup plus sombre, celui-là. Voici ce que Simon, son frère, dit de lui. François est de nature agressive. Il peut être très violent. Il est autoritaire et ne supporte pas qu'on aille contre sa volonté. Je pense qu'il est un peu paranoïaque et mégalomane. Un portrait que la propre compagne de François va venir confirmer. Ces derniers temps, je l'ai trouvé irritable et agressif. Il s'énervait facilement, ce qui a même étonné une de mes amies. François Légeret peut se montrer agressif, mais cela n'en fait pas pour autant un meurtrier. Alors les enquêteurs vont fouiller sa vie intime et s'apercevoir que François a de gros problèmes financiers. Malgré un salaire confortable versé par sa mère, ses comptes bancaires laissent des découverts vertigineux et ses routes qui régulièrement venaient éponger les dettes de son fils. Sa maman régulièrement lui a cédé des sommes relativement importantes, puisque sur la dernière année, on est sur des montants qui sont supérieurs à 170 000 francs. Les policiers découvrent aussi que Marie-Josée, la sœur de François, était au courant et ne supportait plus de voir son frère dilapider ainsi l'héritage familial. Et elle le lui a dit explicitement dans des lettres que les enquêteurs ont retrouvées. Tu as sans cesse abusé de la trop grande bonté de maman, et ceci depuis bien des années. Marie-Josée, depuis quelques mois, à peu près depuis le mois de septembre 2005, avait des doutes sur l'attitude de son frère et sur la manière dont il gérait ce patrimoine. Et ce n'est pas tout. Les policiers découvrent que 8 jours avant la mort de Ruth, Marie-Josée s'était pour la première fois opposée au virement d'une grosse somme d'argent, 150 000 €, sur le compte de François, son frère. Le versement a été bloqué par l'intervention de Marie-Josée et que finalement, Ruth a donné l'ordre de ne pas verser cet argent. Et je pense que c'est la première fois de sa vie que cette maman qui chérissait ce dernier petit a dit non à celui-ci. Alors, criblé de dettes, François Légeret a-t-il tué sa mère, son amie Marina, et fait disparaître sa sœur dans le seul but d'hériter? Pour les policiers de Lausanne, le mobile financier est de plus en plus évident. D'autant qu'un nouveau résultat d'analyse va venir accabler François. Le 30 janvier 2006, près d'un mois après la découverte des corps, une trace d'ADN de François Légeret a été identifiée sur la scène de crime. Cette trace, c'est en fait un prélèvement qui a été effectué au niveau du col de la robe de chambre de Ruth Légeret, à un endroit où ça a été déchiré. On imagine qu'il a pu tirer sur la chemise de nuit dans la bagarre et il a laissé de la sueur de son ADN sur la chemise de nuit de sa mère. Le juge va alors confronter François à ce nouvel élément capital, mais ce dernier a une explication. Il se tait pendant sans doute plus d'1 minute. Et il en vient à déclarer, eh bien, c'est vrai, j'y étais, le 24. Mais je suis arrivé après le drame. François Légeret va alors faire une incroyable révélation.
Il raconte que ce 24 décembre, il s'est rendu chez sa mère pour lui souhaiter de bonnes fêtes. Mais qu'à son arrivée, c'est sa sœur, Marie-Josée, qui a ouvert la porte. Voici ce qu'il déclare. J'ai vu qu'elle était paniquée et qu'elle était pâle. Marie-Josée me dit qu'il y a eu comme une bagarre, puis que notre mère est tombée dans les escaliers. François Légeret découvre alors sa mère, morte. Puis, sa sœur l'aurait conduit dans la chambre d'amis au sous-sol, où gisait le cadavre de Marina Studer. Elle était inanimée aussi. J'ai vu qu'elle était bleue, qu'elle était morte. Paniquée, Marie-Josée lui aurait alors expliqué que dépassée par la situation, elle aurait tué Marina pour l'empêcher d'appeler la police. D'après François, sa sœur l'aurait alors supplié de déplacer les corps pour faire croire à un accident. Elle s'est mise à pleurer en disant que j'étais pris avec elle. Je n'étais pas d'accord. J'ai encore réfléchi un moment. François aurait alors accepté d'aider sa sœur avant de prendre la fuite. Seulement, cette version des faits ne convainc pas le juge. Le 4 février 2006, François Légeret est mis en examen et placé en détention provisoire à la prison de Bois-Mermet, à Lausanne. À Vevey, c'est la stupéfaction. La ville est divisée en deux. Il y a les pros et les anti-François Légeret. On ne comprenait pas, parce que je veux dire, François n'avait jamais montré des signes qui pouvaient laisser penser qu'à un moment donné, il pourrait être l'auteur d'un crime comme celui-ci. Ma première pensée, ça a été simplement de me dire que ça devait être une erreur ou que dans quelque temps, ça allait se décanter puis ils allaient trouver la bonne personne. Alors que les proches de François Légeret s'interrogent, une rumeur va relancer l'enquête. Un témoin affirme avoir vu Marie-Josée vivante plusieurs semaines après sa disparition, en Italie, dans le petit village de Zagarolo, à côté de Rome. C'est Arnaud Beda, journaliste pour l'hebdomadaire L'Illustré, qui recueille le témoignage de cette commerçante italienne. Je lui montre une photo de Marie-Josée Légeret. Je lui dis, vous l'avez par hasard vue? Elle dit, oui, mais je l'ai vue. Je lui dis, vous l'avez vue quand? Ah ben, je l'ai vue X semaines plus tôt, donc bien après sa mort supposée. La piste est d'autant plus sérieuse que les enquêteurs découvrent que Marie-Josée avait ses habitudes en Italie. Avant le drame, elle serait allée rencontrer à plusieurs reprises ce prêtre exorciste, Monseigneur Melingo, qui officiait dans le petit village. Alors, pourquoi a-t-elle rencontré un exorciseur? C'est dans le passé de Marie-Josée que les enquêteurs vont trouver l'explication. Dans les années 70, Marie-Josée, jeune médecin, part en mission humanitaire au Rwanda. Sur place, elle vit un chagrin d'amour dont elle ne se remettra jamais, avec un homme dont elle pense qu'il lui a jeté un sort maléfique. Marie-Josée était persuadée d'être envoûtée par ce gars depuis des années. Les enquêteurs découvrent ainsi que Marie-Josée effectuait régulièrement des voyages en Italie pour se faire exorciser. Alors, Marie-Josée, se croyant possédée, aurait-elle tué dans un accès de folie sa mère et l'amie de celle-ci avant de s'enfuir en Italie? La piste satanique fait la une des journaux.
Le juge décide de se rendre sur place à Zagarolo, où un témoin dit avoir croisé Marie-Josée. Sans succès. La piste de l'envoûtement de Marie-Josée tourne court. D'autant qu'un nouveau résultat d'analyse ADN va conforter l'enquête sur la culpabilité de François Légeret. Il s'agit de l'analyse des ciseaux, souvenez-vous, retrouvés sous le corps de sa mère, Ruth Légeret. Sur la poignée des ciseaux, on n'a que le profil ADN de la maman, de Ruth, et sur la partie tranchante et pointue des ciseaux, sur la lame, on retrouve un profil mélangé, dont le profil de François. L'idée qu'à un moment donné, ces ciseaux avaient dû servir de moyen de défense à Ruth Légeret face à un François Légeret qui s'en prenait à elle, est évidemment une idée qui est apparue comme ayant une consistance d'une certaine solidité. Là encore, François Légeret a une explication. Il a très bien pu manipuler ses ciseaux avant le drame, lors d'une de ses nombreuses visites chez sa mère. L'homme continue de crier son innocence et accuse toujours sa sœur Marie-Josée. Le juge d'instruction décide alors d'organiser une reconstitution sur les lieux mêmes du crime pour vérifier le scénario avancé par François, selon lequel Marie-Josée aurait tué accidentellement sa mère, puis éliminé Marina Studer, son amie. La maison de Ruth Légeret va être envahie par une horde judiciaire. J'aimerais tout d'abord, monsieur Légeret, que vous nous rappeliez ce que vous avez dit, que vous nous disiez ce qui s'est passé le 24 décembre. Vous nous avez dit être venu au chemin des Rurettes. Nous sommes vers 1h, 2h, je suis ici. Je voulais voir ma mère. Et puis, donc je me suis parqué là. La voiture rouge à Subaru était là? Oui. D'accord. Allez-y. Ouais. Lors de cette reconstitution, c'est un agent de police qui va jouer le rôle de Marie-Josée Légeret, la sœur de François. J'étais surprise de me voir. Je ne s'attendait pas que je serais là. Et puis, je vois qu'elle était... enfin... comment dire ça? Pas en état normal, quoi. Paniquée ou je sais pas, quelque chose comme ça. Pas en état normal. Paniqué. Oui. D'accord. Si on suit votre version, ce qui est une hypothèse, vous l'avez vu quand même pendant plusieurs minutes. Vous vous souvenez pas de son habillement? C'était sombre et puis... je peux pas vous dire exactement comme si c'est une blouse ou un pull. On voit dans un extrême embarras, un peu comme un animal traqué avec autour de lui procureur, juge d'instruction, policier qui l'observe. François Légeret est sommé de reproduire la scène de la découverte des corps. Je sais pas, j'ai fait comme ça. Et puis là, j'ai vu ma mère en bas des escaliers. Au fil de cette reconstitution, nul doute pour le juge que François Légeret, grâce aux nombreux détails qu'il donne, était bien présent sur la scène de crime. il y avait des objets. Quels objets? Vous vous rappelez? Des bouteilles de coca ou quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. C'est des coca? Non. C'est du coca, je crois pas. C'est pas ceux-là. Voilà. Bon, c'est grave. Posés, elles étaient posées où à peu près? Vous dites à M. Vieri de les poser? À côté de ma mère. Ah, quel autre? On a remis des éléments qui sont à l'identique ou presque de ce qu'on avait retrouvé sur les lieux. Et notamment, il y avait près des corps des bouteilles en plastique de coca. Et tout de suite, il nous dit, c'est pas les bonnes. C'était la bonne marque, mais c'était pas le bon modèle. Et effectivement, il avait raison. Le jour de la reconstitution, si François Légeret se montre précis dans ses descriptions, il n'en demeure pas moins comme paralysé par la situation. Monsieur Légeret, quand vous voyez votre maman morte, dites-vous, au bas de l'escalier, une autre dame qui a premièrement l'air vivante que votre maman, n'est pas me faire croire que vous ne harcelez pas votre sort de question. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes infirmier, non? Oui ou non? Oui, je suis infirmier. D'accord.
Puis on va rester 5 minutes ici en haut à attendre. À l'issue de cette reconstitution, voici comment, d'après la justice suisse, les choses se seraient passées ce 24 décembre 2005. Le scénario que j'ai proposé consistait en une visite de François Légeret à sa mère le 24 décembre, au milieu de la matinée, 10h30, 11h moins quart, dans le but de discuter avec elle, de discuter de questions financières, en vérité de demande d'argent de François à sa mère. Il a attendu que Marie-Josée ne soit pas là. Elle est partie faire des courses. Seulement la discussion aurait mal tourné, sa mère refusant de lui verser les 150 000 € dont il avait besoin pour combler ses dettes. Dans la lutte, Ruth Légeret aurait tenté de se défendre avec une paire de ciseaux. Après avoir frappé sa mère, François Légeret l'aurait alors précipité dans l'escalier. Puis, il aurait agressé Marina Studer, qui se trouvait dans sa chambre, au sous-sol. Et dans la foulée, l'acte homicide sur ce témoin qui est là par malchance et au fond exécuté dans la foulée. François Légeret aurait ensuite attendu le retour de sa sœur du supermarché. Et puis Marie-Josée Légeret qui revient et qui est immédiatement prise en charge par son frère qui va l'éliminer. Qu'a fait François Légeret du corps de sa sœur? Pour le juge, il l'aurait certainement dissimulé le soir même, à l'heure où, souvenez-vous, il s'est absenté du réveillon chez ses beaux-parents. Le 18 juin 2008, le procès de François Légeret s'ouvre devant le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey. Sans témoin, aveu, ni même preuve irréfutable, le procès va se jouer sur la personnalité de l'accusé. Et d'emblée, les choses vont mal tourner pour lui. Juste après la diffusion de la reconstitution, l'accusé fait une déclaration. François Légeret dit « Je veux me rétracter. Tout ce que j'ai raconté au fil de différentes auditions et lors de cette reconstitution, c'est de l'invention. En réalité, je ne suis jamais allé à la villa. » Dans la salle, c'est la stupéfaction générale. Comment François Légeret peut-il affirmer ne jamais avoir mis les pieds à la villa alors qu'il a décrit avec précision la scène de crime? Le procureur avait l'impression qu'il s'enterrait lui-même par une déclaration pareille. Après 8 jours d'audience, le vendredi 27 juin 2008, le verdict tombe. François Légeret est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa mère, Ruth Légeret, et les assassinats de Marina Studer et de Marie-Josée, sa sœur. Il l'ignore encore, mais une personne va permettre de remettre en doute sa culpabilité. Il s'agit d'Emmanuelle Bressan, journaliste pour une émission de télévision suisse. Lors de la préparation d'un reportage sur l'affaire, elle va recueillir un témoignage inédit qui remet en cause le scénario retenu par la justice. Ruth et Marie-Josée Légeret étaient encore vivantes le 24 décembre en fin d'après-midi. Ce témoignage, le voici. Jacqueline, la boulangère, est une ancienne patiente de la doctoresse Marie-Josée Légeret. Le 24 décembre dans l'après-midi, elles sont venues. Qu'elles m'ont pris une boîte de chocolat, des pâtisseries. Et puis voilà, elle a encore dit à sa maman, part, t'as fait attention à la marche, elle lui a donné le bras. Ce témoignage, évidemment, pourrait invalider le jugement, puisque le jugement a retenu que le triple meurtre s'est produit entre 10h30 et 12h30. Et voilà qu'une boulangère déclare avoir vu Madame Légeret et sa fille en fin d'après-midi le même jour. On s'est juste dit, le scénario avancé par le procureur tient pas la route. Donc, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le jugement de première instance est donc remis en cause. La boulangère est entendue par les juges de la cour de révision. Elle est formelle,
Les deux femmes sont bienvenues le 24 décembre 2005, en fin d'après-midi, dans sa boutique. Après délibération, la Chambre des révisions décide de prendre en compte ce nouveau témoignage et un nouveau procès aura donc lieu. On n'avait jamais vu ça depuis 10 ans dans le canton de Vaud, de réviser un procès en première instance à la suite d'un témoignage d'une émission de télé. À Vevey, tout le monde ne parle que de ce nouveau rebondissement. Pour les médias, François Légeret a des chances d'être acquitté. Et après 4 ans de détention, l'homme croit en sa libération. Mais il était très content, lui, il pense qu'il va sortir de prison. Il pense que c'est bon. Le deuxième procès, il pense que c'est bon. Seulement quelques jours avant l'ouverture du deuxième procès, le témoignage de la boulangère va être totalement discrédité. Elle m'appelle, paniquée, en disant « Madame Bressan, j'ai reçu un courrier qui a été déposé dans sa boîte aux lettres. » Elle a reçu un courrier dans sa boîte aux lettres pour dire qu'un détective privé était en train d'enquêter sur son passé trouble, qu'elle était alcoolique, qu'elle battait ses enfants, enfin, etc. En tout cas, il y a un détective privé qui avait été engagé pour fouiller un petit peu la vie de cette femme et faire ressortir des éléments peu glorieux pour la déstabiliser au procès. En fait, le détective était mandaté par Simon, le frère aîné de François. Sommé de s'expliquer, Simon reconnaîtra que persuadé de la culpabilité de son frère, il voulait vérifier la crédibilité de ce témoin providentiel. Le 1er mars 2010, le procès de révision de François Légeret débute au tribunal d'arrondissement de Lausanne. Dans la salle, tout le monde est impatient d'entendre le témoignage de Jacqueline, la boulangère, qui remet en cause le déroulement des faits. Seulement, elle n'est maintenant plus crédible. Je vois cette Jacqueline avec son petit blouson, toute seule dans ce gros fauteuil, interrogée par le bulldozer côtier brillantissime, procureur général du canton de Vaud. Elle est en morceaux. Et elle n'est pas crédible. Elle est pas crédible. Je vois la tête des jurés, je vois la tête de tout le monde. On sait que ça passera pas, qu'il ne sera pas innocenté. François Légeret est de nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Après un dernier appel auprès du tribunal fédéral qui conduira au même verdict, François Légeret a déposé une 4e demande de révision pénale de son procès en octobre dernier. Du fond de sa cellule, il se bat toujours pour faire valoir son innocence. Le corps de sa sœur, Marie-Josée, n'a à ce jour jamais été retrouvé.